En fait, c'est avec l'arrêt de cours, le 2 juin, Inch'Allah. D'accord. Oui, oui, vous pouvez commencer à le travailler quand vous avez un peu de temps. Vous pouvez commencer à créer les classes et tout. Et après, il y aura donc, bon, pour la partie héritage, vous pouvez aussi. Et il reste pour les collections. Les collections, normalement, on va vous les introduire. Les premières collections, on va vous les introduire déjà en TD avant d'entamer le cours. Et il reste la partie exception aussi. Mais en fait, c'est des parties que vous pouvez laisser à la fin. Madame, les try ou catch ou exceptions, on va les faire en cours ou en TP bark? Je vais les faire en cours pour expliquer le principe et le fonctionnement, le mécanisme et tout. D'accord. Si j'ai un chapitre exception. Ok, bon, donc je vais partager ma diapo. Le chapitre sur les classes abstraites et interfaces, c'est un chapitre qui est très lié à l'héritage. Hein. C'est comme une suite du chapitre 5, mais comme il est déjà assez gros le chapitre, j'ai partagé un chapitre 5, héritage et polymorphisme, et chapitre 6, classe abstraite et interface. Voilà. Et dans la série, de toute façon, la série de TD, et, vous avez tout. Vous avez l'héritage polymorphisme et vous avez les classes, un exercice sur les classes abstraites et un exercice sur les interfaces. Voilà. Donc là, comment on définit une classe abstraite? C'est une classe qui ne peut pas être instanciée. Donc, on ne peut pas écrire nom de type de cette classe, obj égale new, constructeur de cette classe. D'accord. Je ne peux pas utiliser la classe abstraite pour faire un new, pour créer un objet. Donc, une classe abstraite aussi, c'est une classe qui peut, des méthodes abstraites, peut contenir des méthodes abstraites. Elle peut avoir une méthode abstraite, plusieurs méthodes abstraites, ou bien zéro méthode abstraite. Mais même si elle contient zéro méthode abstraite, elle peut être déclarée comme étant une classe abstraite. Maintenant, c'est quoi une méthode abstraite? C'est une méthode qui n'est pas définie. Ça veut dire quoi une méthode qui n'est pas définie? Ça veut dire que c'est une méthode où dans la classe, on n'a pas mis Madame, les instructions de la juste. Oui, allô? votre écran est bloqué. Je suis sur la première diapo. Hein. Vous D'accord. ne voyez pas? Désolé. Il est bloqué Oui, sur la page de garde. c'est bon, D'accord. ça bouge, c'est bon. Ok. Merci. Oui, mais chez moi, maintenant, c'est revenu en arrière. D'accord. Bon, je vais attendre que ça se stabilise. Alors, une méthode abstraite, c'est bon, vous voyez la diapo, c'est des définitions, c'est bon? Oui, madame. Mais c'est bon. Ok. Ok. Alors, maintenant, c'est quoi une méthode abstraite? C'est une méthode qui n'est pas définie, je disais. Une méthode qui n'est pas définie, c'est une méthode qui est juste annoncée. Elle est annoncée via sa signature. C'est-à-dire, dans la classe, on met juste la signature de la méthode, disant que dans cette classe, il y a une méthode avec cette signature. Mais il n'y a pas le corps de la méthode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les instructions et tout. Alors, donc, il y aura le type de retour, il y aura le nom de la méthode et l'ensemble des paramètres s'il y a des paramètres. S'il n'y a pas de paramètres, il y aura deux parenthèses vides, mais il faut terminer avec un point-virgule. Et après, il n'y aura aucune instruction pour cette méthode. On dit que c'est une méthode abstraite et il faut la déclarer avec le mot-clé abstract. Alors, même la classe, si vous avez besoin de déclarer une classe abstraite, il faut la faire précéder du mot abstract.
Voilà. Donc, une classe ou méthode abstraite est déclarée avec le mot réservé abstract. Bon, on vous donne donc une syntaxe ici. On n'avance pas correctement. Voilà. La syntaxe. Alors, pour déclarer donc une classe abstraite, on écrit abstract class, nom de la classe. Bien sûr, on la met publique. Bon, c'est comme pour toutes les autres classes, il faut la déclarer publique. D'accord? Abstract class, nom de la classe. Attribut, je peux avoir donc un constructeur, mais que je ne pourrais pas utiliser pour la création d'objets. Et voir pourquoi je constructeur dans cette classe alors que je ne peux pas faire le new de cette classe, comme elle est abstraite. Et après, j'aurai un ensemble de méthodes. Entre autres, j'aurai des méthodes abstraites, des méthodes non abstraites, pas du tout de méthodes abstraites. Alors, pour la méthode qui est abstraite, vous allez la déclarer avec le mot abstract aussi. Si la méthode, il faut la déclarer publique, d'accord? Public abstract, le type de retour, le nom de la méthode et les paramètres. Et à la fin, n'oubliez pas le point virgule parce que là, on annonce juste la signature et on s'arrête. Donc, il n'y a pas le corps de la méthode. Bon, alors une classe qui contient au moins une méthode abstraite doit être déclarée obligatoirement abstraite. Déclarée abstraite. Maintenant, je disais que même si je peux utiliser cette notion de classe abstraite sans avoir à l'intérieur une méthode, on va voir là, qui correspond à ce que je viens de dire. Donc maintenant, si une classe, je la définis abstraite, je mets des attributs, je mets un constructeur, je mets des méthodes abstraites, non abstraites, et je ne peux pas l'instancier. À quoi elle va servir, cette classe? En fait, une classe abstraite, elle est définie, elle est là pour être dérivée, pour être étendue. On l'écrit pour créer après des sous-classes de cette classe. Et c'est les sous-classes qui vont être instanciées. Donc, une classe abstraite est définie pour être dérivée pour l'accord de cette classe. Donc, elle sert à créer d'autres classes qui peuvent être abstraites ou non. Maintenant, je crée d'autres classes abstraites. Aussi, ces classes abstraites ne peuvent pas être instanciées. Ça veut dire que j'ai l'intention de encore dans la dérivation, dans l'extension des classes, jusqu'à arriver à des classes concrètes. Donc, le contraire de classe abstraite, c'est classe concrète. C'est une classe qui peut être instanciée, c'est une classe instantiable. Donc, retenez qu'une classe abstraite, je la définis, je ne peux pas l'instancier aussitôt, mais elle est là pour être dérivée. Voilà, pour être dérivée. Et si je dérive des classes concrètes qui ne sont pas abstraites, ces classes vont être instanciables. Donc, elles peuvent être instanciées. Voilà donc schématiquement, regardez ce que je peux avoir. Donc à gauche, j'ai une classe abstraite, abstract class A, avec des attributs de A, des méthodes de A, un constructeur relativement éventuellement. En dessous de la classe A, j'ai une classe B. Donc là, la classe B, elle est concrète. Comme je ne mets pas le mot abstract, c'est une classe concrète, donc la classe B à gauche, elle peut être instanciée. Donc là, j'écris classe B extends A. Voilà. Et je mets les attributs de B, les méthodes de B, voilà. Et ici, donc je mets dans les méthodes de B, je mets un commentaire que les méthodes de B doivent être toutes définies. Définies, ça veut dire que pour chaque méthode que je vais mettre dans B, je vais avoir le corps de la méthode. Sinon, si j'ai une des méthodes qui est abstraite, je suis obligée de déclarer la classe B comme étant abstraite, elle aussi, et qui ne peut pas encore être instanciée. À droite, je vous mets un autre schéma, c'est que à partir d'une classe abstraite, je peux dériver une autre classe abstraite, d'accord?
Et à partir de cette sous-classe abstraite de A, je pourrais ensuite définir une classe concrète. Et encore descendre dans l'abstraction, hein, d'accord, jusqu'à arriver aux classes concrètes. Donc là, la classe A, elle est abstraite. J'ai des attributs de A, de méthode de A abstraite ou non. Et là, je définis une autre classe abstraite, abstraite par dérivation de la classe A. Et j'écrirai ici abstract class B extends A. Donc, la classe B, elle est abstraite. Ce qui veut dire que la classe B n'est encore pas instanciable. Et là, je pourrais, par exemple, avoir trois méthodes abstraites. Dans la classe B, je définis deux méthodes et je laisse une méthode abstraite. Donc, si je laisse une méthode abstraite que je ne définis pas, je suis obligée de déclarer la classe B abstraite. D'accord. Et après, je descends pour définir une classe C par extension de la classe B. D'accord. Donc, j'écrirai classe C extends B. Et du coup, dans la classe C, je devrais avoir des méthodes qui sont toutes définies. D'accord. Elles sont définies. Je n'ai pas le droit d'avoir des méthodes abstraites dans la classe C parce que la classe C n'est pas déclarée abstraite. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux schémas, c'est que à partir d'une classe abstraite, je pourrais définir directement une classe concrète. Et du coup, si j'ai des méthodes qui ne sont pas définies dans A, il faudra absolument les définir dans la classe B, toutes. Je pourrais, à partir d'une classe abstraite, dériver une autre classe abstraite où je vais, par exemple, définir quelques méthodes et laisser une méthode ou deux qui restent abstraites. Ou bien, maintenant, si je n'ai pas du tout de méthode abstraite, je peux utiliser ce mot abstract. Et dès que j'annonce un mot abstract, ça veut dire que je ne peux pas l'instancier. Et je pourrais après descendre et définir une classe concrète C à partir de ma classe B qui est abstraite et qui a été dérivée d'une autre classe abstraite. Bon, maintenant, cette dérivation, elle dit que tout ce qui a été, c'est comme l'héritage. Hein. Tout ce qu'il y a dans A, il est hérité dans B. Tout ce qu'il y a dans B, il est hérité dans C. Et ce qui n'est pas défini, il faut le définir si j'ai l'intention de créer une classe non abstraite, une classe concrète. Donc, le principe de l'héritage reste valable. Voilà, sur un exemple, je reprends la classe forme, mais cette fois-ci, je la déclare comme une classe abstraite. Donc, public abstract class form. Donc, là, je déclare la classe forme avec un point qui est le centre et une couleur de type string. Donc, là, je n'ai pas utilisé donc, la classe color. J'ai utilisé couleur de type string, tout simplement. Alors, regardez ici, j'ai mis quand même mon constructeur forme. Et pourtant, je ne pourrais pas faire new form. Hein. D'accord, je ne pourrais pas faire new form parce que ma classe, elle est abstraite. Donc, voici mon constructeur forme avec, qui renseigne donc, les deux champs, le point central et la couleur. Et je décide de mettre dans cette classe deux méthodes abstraites. D'accord. J'ai décidé de mettre deux méthodes abstraites. Voilà, donc les deux méthodes abstraites, j'annonce juste leur signature. D'accord. J'annonce la signature de la méthode qui s'appelle périmètre et la méthode qui s'appelle surface. Et vous, dans notre exemple qu'on avait fait avec l'héritage, on avait défini cette classe forme et puis périmètre et surface, on les avait définis dans les sous-classes, dans la classe carré et la classe cercle. C'est normal parce que ici, avec les attributs que j'ai dans la classe forme, je ne pourrais pas calculer un périmètre ni une surface, ce n'est pas possible. Avec juste un point central et une couleur, je ne peux pas calculer périmètre ni surface. Donc ici, la classe forme contient deux méthodes abstraites. Alors, public abstract double périmètre, public abstract double surface. Voilà. Signature, donc, des méthodes abstraites. La suite de la classe, je n'ai pas fini. Donc, dans la suite de la classe, je vais définir une méthode qui compare, en fait, deux formes.
qui me dit est-ce qu'une forme est plus grande qu'une autre. D'accord. Bon, et là, je décide de comparer par rapport à la surface. J'aurais pu comparer par rapport au périmètre. Hein. Je dirais une forme est plus grande qu'une autre si la première elle a un périmètre plus grand que la deuxième, par exemple. Ou là j'ai fait par rapport à la surface. Donc, pour moi, une forme est plus grande qu'une autre si la surface de la première est supérieure à la deuxième, à la surface de la deuxième. Voilà. Regardez donc comment j'écris ma méthode plus grande. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que dans la classe forme, je n'ai pas défini la méthode surface. Elle n'est pas définie, il y a juste sa signature. Mais quand même, je peux l'utiliser dans une autre méthode qui va l'appeler. Je peux l'appeler dans une autre méthode qui est déclarée concrète. Je peux, donc une méthode abstraite dans une classe, même si elle n'est pas définie, je peux l'appeler dans une autre méthode de la même classe. Okay. L'essentiel, le compilateur pourra vérifier la correction donc, de cette méthode parce que j'ai annoncé la signature. Comme j'annonce la signature, il peut vérifier est-ce que j'ai appelé correctement ma méthode. D'accord. Donc ici, je vais comparer le this avec f. D'accord. Je compare le this avec le f que je fais passer en paramètre. If this point surface supérieur à f point surface, il manque une parenthèse après le if. Hein. Return true, else return false. Donc, je vais retourner vrai si la première surface est supérieure à la deuxième, sinon je vais retourner. Aussi, j'ai une autre méthode dans la même classe, la classe forme, la méthode affichée, qui appelle les méthodes qui sont abstraites de la même classe. D'accord? System.out.println, this plus surface plus et plus périmètre. Donc là, on va afficher quoi? On va afficher ce que retourne la méthode surface et ce que retourne la méthode périmètre. Alors, j'attire juste votre attention que le this que je mets ici, system.out.println, le this que je mets à l'intérieur, c'est un appel à la méthode toString. Donc, j'aurais pu écrire this.toString, d'accord, this.toString, plus surface et plus périmètre. Bien que je n'ai pas encore défini la méthode toString dans cette classe, en fait, je vais la définir dans les classes qui vont dériver de cette classe abstraite. Donc, ce qu'on a vu ici, dans cet exemple, on a défini une classe forme qui est abstraite. Forme, il y a des attributs, il y a le constructeur, d'accord. Il y a j'ai annoncé deux signatures de méthodes abstraites. J'ai complété la classe avec l'écriture de méthodes concrètes qui sont définies, qui sont la méthode plus grand et la méthode affichée. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'autorise dans ces méthodes l'appel de méthodes abstraites. Bien sûr, j'aurais pu écrire aussi une autre méthode qui ne fait pas appel aux méthodes abstraites. Hein. C'est mon exemple. Maintenant, on a dit qu'une classe abstraite, elle est là pour être dérivée. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma classe forme et je vais dériver deux sous-classes, une classe rectangle et une classe cercle, je pense. D'accord. Donc là, j'ai dérivé une classe rectangle à partir de la classe forme. Et du coup, là, j'ai décidé que ma classe rectangle soit concrète, elle n'est pas abstraite. Donc, je n'ai pas mis à gauche le mot abstrait. À partir du moment où je décide que ma classe rectangle soit concrète, je suis obligée de définir toutes les méthodes qui ont été déclarées abstraites dans la classe forme. Donc, si je laisse une méthode abstraite qui n'est pas définie, je serai obligée de déclarer ma classe rectangle abstraite. Donc, ici, je vais définir ma classe rectangle et je dois faire attention à définir toutes les méthodes qui sont abstraites dans la classe forme. Voilà, donc ma classe rectangle, en plus du point centre et de la couleur, donc c'est comme l'héritage, hein, elle va avoir une longueur et une largeur, donc de type double ou de type flot. Je vais mettre mon constructeur rectangle
d'accord, qui va renseigner les quatre champs. Donc, il va renseigner la largeur, la longueur, le point centre et la couleur, qui sont hérités de la classe forme. Et voilà comment j'écris mon constructeur. Donc, rien de sorcier par rapport à ce qu'on a vu dans l'héritage. Comme c'est un héritage, c'est un extens. Donc, je commence par appeler le constructeur de la superclasse avec super P et C. Donc, j'appelle super avec le point central et la couleur. Et après, je continue à renseigner les autres champs qui sont spécifiques à la classe rectangle. Donc, longueur égale LG et largeur égale l'arc. Donc là, jusque-là, rien de sorcier. Et après, je définis mes méthodes abstraites. Quand je définis mes méthodes abstraites, je fais aussi attention à respecter la signature de la méthode. D'accord? Là, je pense que j'avais déclaré double. OK. Donc, si je déclare double, je garde double. Hein. Il me semble que j'avais déclaré double. Oui. Oui. Voilà. OK. Donc, public float périmètre, return 2 fois longueur plus largeur, le périmètre du rectangle. Et la surface, je la définis comme étant longueur fois la largeur. Donc, return longueur fois largeur. Madame, Oui. diapo 7, vous aviez utilisé this, la méthode affichée. Elle appelle toString. Quand Oui. on va hériter, elle va appeler toString celle qu'on va définir la classe ADEC ou la... Non, non, c'est celle que vous allez définir dans les sous-classes. D'accord. C'est la méthode toString sur l'objet que vous allez créer, en fait. D'accord? Parce que vous allez créer un objet rectangle, un objet cercle, etc. C'est les méthodes toString des sous-classes. D'accord, Voilà. merci. Voilà, là, je définis, donc je continue la définition de ma classe rectangle et je définis la méthode toString. Donc, public string toString, return. Là, j'ai mis quand même une phrase. Le rectangle de longueur, par exemple, 5 et de largeur 10 a pour surface et pour périmètre et la suite. D'accord? Donc, la suite, je vais la voir donc, dans l'affichage. Okay, dans la méthode affichée. Après, quand je vais appeler donc, R, par exemple, je vais créer un rectangle R. Quand je vais faire R.affiché, R.affiché, il va faire appel à this.toString, d'accord? Et le 10, c'est le R, donc c'est mon objet R, qui est le rectangle, parce que je vais faire new rectangle. Donc, je reviens juste à ma méthode affichée. Voilà, ma méthode affichée, elle fait appel à this.toString, d'accord? Donc, le toString, c'est ce que j'ai mis dans ma classe rectangle. Elle va dire le rectangle de largeur 5 et de longueur 8. Voilà, de longueur 8 et de largeur 5. Voilà. A pour surface et pour périmètre. D'accord? A pour surface et pour périmètre. Elle continue la phrase. Et après, le affiché, il va concaténer la valeur de la surface et la valeur du périmètre. Par exemple, pour la surface, il va mettre 13, il va mettre 40 et périmètre, il va mettre 13. Il va faire 13, 5 plus 8. OK? Voilà. Donc, tout sera en fait, tout sera calqué sur cette méthode affichée. Il faut savoir aussi que elle est héritée dans la classe rectangle. D'accord? Bien sûr. Donc, la méthode chez, elle est héritée dans la classe rectangle et la méthode plus grand aussi, elle est héritée dans la classe rectangle. Les méthodes périmètre et surface sont définies dans la classe rectangle et la méthode toString aussi, elle est définie spécifiquement dans la classe rectangle. Voilà. Bon, là, donc, je termine la fin de la classe rectangle. Je fais la même chose pour une classe, donc là, j'ai choisi autre chose, la classe trapèze, extends form. Alors, le trapèze, il va avoir 3 dimensions, une petite base, une grande base, donc il y a une virgule qui monte aussi, P base, G base et hauteur. Donc, le trapèze, il a 3 dimensions, petite base, grande base et hauteur. D'accord? Alors, là, le constructeur aussi, donc trapèze, il va appeler le constructeur de la superclasse et il va renseigner
il va en renseigner donc petite base égale LG. Off, là, il y a des erreurs, hein, d'accord. Après, je vais les corriger. Donc, il y a des erreurs. Petite base égale à LG, grande base égale à G et hauteur égale H. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Il y a de petites erreurs ici parce que j'ai fait du copier-coller, je n'ai pas tout rectifié. Là aussi, dans la classe trapèze, je suis obligée de définir les méthodes. Donc, les méthodes abstraites, périmètre pour trapèze et surface pour le trapèze. Donc, pour la surface, c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisée par 2. Voici la formule. Et pour le périmètre, c'est petite base plus grande base plus les deux côtés là qui sont un peu obliques. Là, il y a des formules de calcul pour la surface, pour le périmètre du trapèze. Hein. Donc là, j'ai mis des points de suspension parce que là, je ne sais pas, je n'ai pas la formule exacte de calcul du périmètre du trapèze. Mais l'essentiel, il faut retourner donc le calcul du périmètre, d'accord, et le calcul de la surface. Voilà. Donc la même chose, je continue à définir ma classe trapèze et je définis ma méthode toString pour un objet de type trapèze. Je dirais donc return le trapèze de petite base 4 et de grande base 6 et de hauteur 3. D'accord. Il a pour surface et pour périmètre. Et là, donc, après, si j'appelle afficher sur un objet T de type trapèze, et bien, afficher, elle va appeler le toString qui va m'afficher tout ça, d'accord, plus la valeur qu'elle aura trouvée pour la surface et la valeur qu'elle aura trouvée pour le périmètre en appliquant la méthode périmètre de la classe trapèze et la méthode périmètre de la classe surface. Voici donc une classe test-form, d'accord, une classe programme que j'appelle test-form et là j'ai mis des parenthèses à tort et à travers. Donc une classe test-form avec un point virgule à la fin. Non, pas que je point virgule, test-form. Il n'y a ni parenthèse ni point virgule. Il y a le main à l'intérieur. Bon, je crée deux points, P1 et P2, comme on a l'habitude de faire. Donc deux points avec des coordonnées. Donc ça, là, j'ai juste un commentaire. Et je crée deux objets de type rectangle. Rectangle R1 égale new rectangle. P1 vers 8,5 et 5. Donc la longueur c'est 8,5 et la largeur c'est 5. Trapèze T1 égale new trapèze. Et les trois dimensions, petite base, grande base et hauteur. Donc 4,0, 6,5 et 3,5. Après, j'appelle la méthode afficher, la affiche de la classe forme. Donc R1.afficher et T1.afficher. Donc c'est ce que je disais quand j'appelle la méthode afficher de la classe forme, qui est héritée donc par la classe rectangle et trapèze. Pourquoi c'est la méthode affichée de la classe forme? Parce que dans la classe rectangle et trapèze, mais qu'est-ce que la méthode affichée? Il y a la méthode toString, c'est tout. Donc la méthode affichée, elle va elle-même appeler la méthode toString à la place du this et elle va continuer à afficher donc la surface et le périmètre de chacune des formes. Ensuite, rectangle R2, je décide de créer un autre objet type rectangle. Rectangle R2 égale new rectangle, d'accord, P2, orange, 10,5, 3,5. Donc, je crée un autre rectangle avec d'autres données. Et je pourrais, du coup, appeler la méthode plus grand qui est définie dans la classe forme parce qu'elle est directement héritée par toutes les sous-classes, donc par la classe rectangle et la classe trapèze que j'ai dérivée de la classe forme, bien que plus grand n'est pas définie dans les sous-classes. Elle est définie uniquement dans la superclasse. Donc, c'est la méthode plus grande de la superclasse qui sera invoquée. Donc, if R1 point plus grand que R2, donc je compare les deux rectangles, R1 et R2. Je vais juste afficher que R1 est plus grand que R2. Sinon, je vais afficher que R1 n'est pas plus grand que R2. Donc, R1 est plus petit que R2. Plus grand n'est pas défini comme abstraite. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. On revient donc dans la classe forme.
Voici la méthode plus grande. Donc, elle est de type booléen, elle n'est pas abstraite, elle est définie. D'accord? Oui. Donc, elle est héritée directement dans la classe rectangle et dans la classe trapèze. Et du coup, là, donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? Comment va-t-on vérifier que le rectangle tel R1 il est plus grand que le rectangle R2? On va utiliser la surface. Parce que ici, on a défini par rapport à la surface, on aurait pu définir par rapport au périmètre. D'accord? Donc là, la méthode, elle va prendre la surface du premier rectangle et la surface du deuxième rectangle, elle va les comparer et elle va retourner vrai ou faux. D'accord. Voilà. Donc, on était là. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a défini une classe norme dans laquelle on avait, des attributs, on avait un constructeur, on avait deux méthodes abstraites, donc on a déclaré juste leur signature. On avait deux méthodes concrètes qui sont définies dans la classe forme, la méthode plus grand et la méthode affiche ou la affichée. Là, donc, après, on a vu que dans ces méthodes concrètes, on avait la possibilité d'utiliser une méthode, d'appeler une méthode qui n'est pas encore définie, une méthode abstraite. D'accord? On a bien vu. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette classe forme, on l'a dérivée. D'accord? On l'a dérivée en deux sous-classes, la classe rectangle et la classe trapèze. Et du coup, dans la classe rectangle et dans la classe trapèze, on a mis les attributs spécifiques à la classe rectangle. On a mis les méthodes, en fait, on a mis le constructeur de la classe rectangle qui devait faire appel au constructeur de la superclasse et en première ligne, toujours. Donc, la règle, il ne faut pas l'oublier. Et on a défini les classes abstraites de la classe forme, les méthodes, pardon, abstraites de la classe forme, on les a bien définies dans la classe rectangle. Et on a défini donc la méthode toString, d'accord, qui est spécifique à la classe rectangle et qu'on n'avait pas définie auparavant dans la classe forme, d'accord. Mais tout le reste, ce qui est défini, il est hérité dans la classe rectangle. D'accord. On a fait la même chose pour la classe trapèze et on avait donc défini les deux méthodes abstraites, on les avait bien définies dans la classe trapèze. Après, dans la classe programme, on a créé deux objets. Un objet type rectangle et un objet type trapèze et on a appelé la méthode en les sous-classes. Et il faut remarquer que cette méthode affichée, elle fait appel à la méthode toString, elle fait appel à la méthode surface et elle fait appel à la méthode périmètre. On l'a bien vu dans la méthode affichée. Et du coup, c'est le toString de R1, la méthode périmètre de R1 et la méthode surface de R1 qui seront invoquées. La même chose pour T1, c'est tout ce qui correspond à T1 qui sera invoqué. Et après, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un autre objet R2, type rectangle, et on a appelé la méthode qui est initialement définie dans la classe forme, la méthode plus grande, pour comparer deux rectangles, le rectangle R1 et le rectangle R2, dire quel est le plus grand des deux. Est-ce que c'est R1? Est-ce que c'est R2? Est-ce que c'est compris? Oui. Oui, les autres étudiants, s'il vous plaît, vous avez compris? Vous avez des questions? C'est compris, madame. Ok, très bien. Là, je vais poser la question. Est-ce que je pourrais écrire forme R1 égale new rectangle? Forme R1 égale new rectangle. Et je mets les paramètres, hein, bien sûr. Oui, madame. Oui, d'après ce qu'on a vu, donc un objet type sous-classe et il est de type superclasse. D'accord? Je peux utiliser une référence type superclasse pour désigner un objet type sous-classe. Ce que je ne peux pas faire, ici, je ne peux pas faire new form. D'accord? Je ne peux pas instancier la classe forme parce qu'elle est abstraite. Voilà. Donc, c'est la suite. Forme R1 égale new rectangle. Forme T1 égale new trapèze. On peut le faire. D'accord? C'est comme pour l'héritage, ce qu'on a vu. Une référence type superclasse peut être utilisée pour référencer un objet type sous-classe. Mais on ne peut pas écrire forme car la classe forme est abstraite, je ne peux pas faire le new form, d'accord? Je ne peux pas l'instancier. Bon, là, c'est quelques règles
Donc, une sous-classe d'une classe abstraite peut implémenter toutes les méthodes abstraites. Donc, si je déclare dans la superclasse, si je déclare des méthodes abstraites, je déclare 3 méthodes abstraites là. Donc, je vais toutes les méthodes abstraites, mais je vais implémenter une méthode abstraite et laisser les autres, par exemple, abstraites. La classe qui n'implémente pas toutes les méthodes abstraites, elle va rester abstraite parce qu'on a dit, il y a une règle qui dit, si dans une classe, vous avez une méthode abstraite ou une méthode abstraite héritée, même à l'intérieur de la sous-classe, si elle est héritée, elle n'est pas définie, la classe doit être déclarée abstraite parce qu'elle n'a pas tout défini. On peut, dans les sous-classes, abstraites qui n'ont pas été annoncées dans la superclasse. Par exemple, dans la superclasse, j'ai une méthode abstract MI, M2, deux méthodes abstract MI, M2. Dans la sous-classe, je définis la méthode M1, d'accord? Je ne définis pas, par exemple, la méthode M2, mais je peux ajouter une autre classe à une autre méthode abstraite, abstract M3, qui n'existe même pas dans la superclasse. Donc, on peut ajouter d'autres méthodes abstraites dans la sous-classe. Bien sûr, on peut ajouter des méthodes concrètes, c'est sûr. Bon, c'est comme l'héritage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut ajouter des méthodes abstraites dans la sous-classe, donc annoncer une nouvelle signature de méthode. Et bien sûr, nécessairement, cette classe, elle va rester abstraite parce qu'on vient d'annoncer à l'intérieur une signature de méthode abstraite. Ce qu'on a remarqué aussi à travers notre exemple, c'est que les classes abstraites permettent de définir des méthodes dépendant d'autres méthodes qui ne sont pas définies, sauf leurs signatures sont définies. Donc, elles permettent d'appeler, si vous voulez, des méthodes qui ne sont pas définies. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans la classe plus grand, par exemple, dans la méthode plus grand et la méthode affichée. Alors, les méthodes qui ne sont pas abstraites et qui ne changent pas de comportement dans les classes dérivées peuvent être écrites une seule fois dans la superclasse, même si elles font appel à une méthode abstraite définie ultérieurement, de manière cyclique. Donc là, c'est comme la méthode plus grand, d'accord? C'est une méthode qui n'est pas abstraite dans la classe forme, donc elle est définie des méthodes abstraites, d'accord? Et donc, elle est directement héritée. La méthode, on ne l'a pas répétée dans la classe rectangle et on ne l'a pas répétée dans la classe trapèze. Elle est directement héritée dans les sous-classes, bien qu'elle fait à des méthodes qui sont définies ultérieurement dans les sous-classes, les méthodes périmètre et surface. Donc là, je répète ce que en fait, je résume ce qu'on a vu dans l'exemple. Donc là, dans la superclasse, qui est quand même abstraite, je peux factoriser le maximum de comportements qui peut être hérité par les sous-classes sans avoir à le répéter et laisser en fait la définition de ce qui ne peut pas être défini dans la superclasse, le laisser donc plus bas, donc laisser la définition des méthodes qui sont abstraites, laisser dans les sous-classes. Et l'intérêt, c'est que tout ce qui peut être hérité et tout ce qui peut être défini dans la superclasse, il est défini. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui est défini dans la superclasse peut faire appel à une méthode qui n'est pas encore définie. Voilà. Autre exemple d'une classe abstraite. Voilà, donc autre exemple d'une classe abstraite, je prends une classe personne que j'ai définie très simplement avec un nom, un prénom et âge. D'accord? Donc nom, prénom et âge. Je mets quand même un constructeur dans cette classe, donc la classe personne.
Quand je renseigne les 3 attributs. Une méthode toString qui retourne le nom plus le prénom plus l'âge. Et ce que vous remarquez ici, c'est que dans cette classe abstraite, je n'ai pas annoncé de méthode abstraite. D'accord? Donc, j'ai mis le constructeur et j'ai mis la méthode toString. Je n'ai pas annoncé de méthode abstraite. C'est pas faux. D'accord? C'est pas faux. Parce qu'on a dit initialement dans la définition, une classe abstraite peut contenir 0, une ou plusieurs méthodes abstraites. Donc là, c'est l'exemple d'une classe abstraite. Pourquoi elle est abstraite? Parce que je l'ai annoncé avec le mot abstract. D'accord? Mais à l'intérieur, il n'y a pas de méthode abstraite. Voilà. Là, je dérive 2 sous-classes de la classe personne. J'utilise l'héritage pour dériver cette classe abstraite. Voilà. Donc, classe étudiant et personne. Pour étudiant, je ne vais pas répéter le nom, le prénom et l'âge qui sont dérivés directement de la classe personne. Je vais ajouter le matricule, la filière et l'année d'études. Voilà, donc j'ajoute 3 attributs spécifiques à étudiant. La filière, le matricule et l'année d'études. Je mets mon constructeur qui va renseigner tous les attributs, y compris le nom, prénom et âge, en commençant par l'appel à super nom, prénom, âge. Je renseigne le matricule, la filière, l'année d'études, etc. Voilà, et la méthode, je définis ma méthode toString, d'accord, return, et là, je spécifie qu'il s'agit d'un étudiant, d'accord. Dans mon affichage, après, quand je veux afficher, par exemple, un étudiant E, c'est un appel à toString que je vais utiliser, d'accord. Donc, je vais mettre étudiant, deux points, je vais mettre son matricule, j'appelle super.toString. Super.toString, pourquoi j'appelle super.toString? C'est pour afficher, en fait, c'est pour retourner le nom, le prénom et l'âge. D'accord? Retourner le nom, le prénom et l'âge. D'accord? Voilà. Et je complète avec la filière et l'année d'études. Donc, j'ai mis le matricule. J'ai fait suivre de super.toString qui va donner le nom, le prénom et l'âge. Et j'ai fait suivre de la filière et de l'année d'études. Voilà, donc là, c'est une classe qui n'est pas abstraite parce que je ne l'ai pas annoncée comme étant abstraite. Elle ne contient aucune méthode abstraite. Donc là, j'ai fait une extension de la classe personne pour créer une classe étudiant. Je vais faire la même chose et je vais créer une autre classe enseignant. Okay. Donc, classe enseignant. Je vais mettre ce qui est spécifique enseignant, mis à part le nom, le prénom et l'âge, je ne vais pas le répéter. Numéro de l'enseignant, l'expérience, donc le nombre d'années d'expérience, le grade et la spécialité, par exemple. Okay. Donc, j'ajoute le grade, la spécialité. Le nombre d'années d'expérience et le numéro de l'enseignant, c'est un identifiant. J'ai mon constructeur aussi de la classe enseignant, mon constructeur de la classe enseignant, qui commence par l'appel du constructeur de la superclasse et qui renseigne après les autres champs. D'accord, le grade, la spécialité, l'expérience, etc. Le toString, exactement comme tout à l'heure, return, là je précise enseignant, parce que je veux avoir, quand je vais appeler cette méthode toString pour un affichage, je veux avoir, est-ce qu'il s'agit d'un étudiant ou d'un enseignant. Donc, je mets enseignant plus, je mets le numéro de l'enseignant, super.toString qui va retourner le nom, le prénom et l'âge de l'enseignant, et je vais faire suivre de l'expérience, le grade et la spécialité. Donc là, je décide d'afficher donc une description complète de l'objet enseignant, comme tout à l'heure, une description complète de l'objet étudiant. Voilà. Donc là, on a défini une classe personne abstraite qui ne contient aucune méthode abstraite
abstraites. Donc, dans les sous-classes, je n'ai aucune méthode à définir qu'une personne que j'ai déclarée abstraite. J'ai juste j'ai juste une méthode toString sous-classe et elle est définie dans la supérieure. Et la méthode toString des sous-classes, elle fait appel à la méthode toString en utilisant super.toString. On dit que la classe on va dériver, si on veut, entre guillemets, de cette interface, c'est une classe qui va implémenter l'interface. Et du coup, donc, pour déclarer l'interface, on utilise interface, d'accord? Et pour utiliser cette interface et créer des classes, on utilise le implements. Donc,
classe, nom de la classe, implements, et je mets le nom de l'interface. Et à l'intérieur de cette classe, d'accord, je vais implémenter toutes les méthodes de l'interface parce qu'on a dit dans l'interface, on va annoncer un ensemble de signatures de méthodes. D'accord? Méthode 1, méthode 2, méthode 3, juste des signatures. Après, je vais décider d'implémenter l'interface, sinon elle n'aura aucune utilité. J'implémente l'interface, c'est une classe qui implémente l'interface. Donc, la classe X implements I. I, c'est l'interface. Et bien, à l'intérieur de cette classe, je vais mettre des attributs, etc. Je vais mettre un constructeur et je serai obligé d'implémenter toutes les méthodes de l'interface. Donc, je les prends une à une. Je prends les signatures qui ont été annoncées dans l'interface une à une et je vais les implémenter. Ça veut dire que je vais écrire le corps des méthodes dans la classe qui implémente l'interface. OK? Voilà. Maintenant, je vais vous poser la question. Si je définis dans une interface trois signatures de méthode, et dans la classe, je vais implémenter uniquement deux méthodes, la méthode M1 et la méthode M2. Je n'implémente pas la méthode M3. Est-ce que c'est possible? Donc, je répète, dans l'interface, j'annonce trois signatures de méthode M1, M2, M3. Et j'écris classe X implement l'interface. Et dans la classe X, je vais implémenter la méthode 1 et la méthode 2, mais je ne vais pas implémenter la méthode 3. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est correct? Non, madame. Il faut implémenter toutes les méthodes. En fait, oui, bon, d'après ce qu'on a dit, oui. Mais je pourrais descendre progressivement dans la dérivation, c'est-à-dire je peux implémenter uniquement deux méthodes et du coup, ma classe, elle sera comment? Si j'implémente uniquement deux méthodes, ma classe, elle sera comment? Si je n'implémente pas tout, ma classe, elle sera comment? La classe qui implémente l'interface. Je répète ma question. Vous avez une interface, vous avez annoncé trois signatures de méthode. M1, M2, M2, M3. Vous avez pris une classe A ou une classe X, implements l'interface. D'accord? Et vous avez implémenté uniquement deux méthodes. La classe va être abstraite parce qu'elle va hériter des signatures de l'interface. D'accord? Elle va hériter des signatures de l'interface, les trois signatures. Elle implémente deux méthodes. Elle implémente les méthodes correspondant aux deux premières signatures et elle va laisser donc une signature non implémentée. Ça veut dire que la classe va rester abstraite et du coup, elle ne pourra pas aussi être instanciée. D'accord? Donc, à partir d'une interface, on peut descendre progressivement, d'accord, dans l'implémentation. On peut implémenter partiellement, d'accord, l'interface, et on peut l'implémenter complètement, d'accord. Si je l'implémente partiellement, obligatoirement, la classe qui implémente l'interface, si elle n'implémente pas tout, il faut la déclarer abstraite parce qu'on n'a pas implémenté toutes les méthodes. Quand on a une méthode ou les deux, et qui sont, il n'y a que les signatures. Les méthodes où il n'y a que les signatures, c'est des méthodes abstraites. D'accord? Et du coup, donc, la classe devra être déclarée abstraite. Donc, la classe doit implémenter, si je déclare classe comme ça, classe A implémente l'interface. La classe doit implémenter toutes les méthodes de l'interface, sinon elle va être une classe abstraite. Et c'est permis. À partir de l'interface, j'aurai une classe abstraite. Je peux descendre après pour compléter, donc pour dériver cette classe abstraite en une classe concrète. Donc, le lien implement, c'est une flèche vers le haut, mais avec des pointillés. Donc, le lien d'héritage, c'est la flèche vers le haut avec un petit triangle et un trait plein. Et le lien implement, c'est en fait, c'est les pointillés. C'est une flèche vers le haut, vers l'interface, et avec des pointillés, un trait en pointillé. Voilà.
Bon, là, j'aurais dû peut-être ajouter un autre schéma. J'aurais dû ajouter un autre schéma, l'interface I, signature de méthode, il y a un implement public class, non, je sais public, abstract class A, d'accord? Abstract class A avec une méthode ou deux abstraites à l'intérieur. Et après, à partir de la classe abstraite, je pourrais définir une classe B qui est concrète, qui va implémenter ce qui n'a pas été implémenté dans la classe A. Donc, une classe qui implémente partiellement l'interface, elle est abstraite. Mais après, il faut la dériver pour compléter l'implémentation. Après, quand je la dérive, j'utilise un extend. À partir de l'interface, j'utilise le lien implement. Mais à partir d'une classe interface, une classe abstraite, j'utilise le lien extend. Il ne faut pas confondre. Hein. Le lien implement, c'est toujours à partir de l'interface. Le lien extend, c'est toujours à partir d'une classe ou d'une classe abstraite. Mais c'est toujours un héritage. Bon, ici, on vous donne une indication, vous dire que une classe peut implémenter plusieurs interfaces. D'accord? Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. On avait vu qu'avec l'héritage, ce schéma n'était pas possible. Une classe, on ne pouvait pas la faire dériver de plusieurs classes. Rappelez-vous, quand on a commencé le chapitre sur l'héritage, on avait fait ce schéma avec une classe A, une classe B, d'accord? Et voilà, et une classe C en bas. On avait dit que ce schéma n'était pas valide avec les deux flèches vers les deux classes, d'accord? Donc, un héritage multiple n'est pas possible en Java, mais l'implémentation de plusieurs interfaces est possible en Java. Et comment il faut l'écrire? Classe, nom de la classe, implements I1, I2. Ça veut dire qu'elle implémente deux interfaces. Bon, la classe A, donc j'aurai ici classe A, implements I1, I2. D'accord? Elle va implémenter. Donc, qu'est-ce qu'elle devra faire, cette classe? Elle va prendre toutes les méthodes de l'interface I1, elle va les implémenter. Elle va prendre toutes les signatures de l'interface I2, elle va les implémenter. Et elle va hériter des constantes de I1 et des constantes de I2. D'accord? Donc là, en fait, ici, la classe A n'implémente pas toutes les interfaces, toutes les méthodes de I1 et toutes les méthodes de I2. Je serai obligée de la déclarer abstraite. Et après, je vais continuer. Donc, par dérivation, je vais compléter l'implémentation dans une sous-classe B de la classe A, etc. Mais sinon, si je veux la déclarer comme ça, classe A, et ne pas mettre abstract, je suis obligée de définir toutes les méthodes qui sont dans I1 et toutes les méthodes qui sont dans I2. Là aussi, il est possible, entre interfaces, il y a un lien extend. Donc, entre interface et classe, il y a un lien implement, que ce soit une classe abstraite ou une classe concrète. Si la classe ne définit pas tout, ça sera une classe abstraite. Mais c'est le lien implement, d'accord, entre interface et classe. Donc, la classe implémente l'interface. Maintenant, je peux avoir un héritage entre interfaces elles-mêmes. Donc, à partir d'une interface I1, je pourrais faire hériter une interface I2. Je pourrais dériver une interface I2. D'accord? Et là, quand je fais dériver une interface à partir d'une autre, je vais utiliser le extend, parce qu'une interface n'implémente pas une autre. Elle étend une autre. C'est la classe qui implémente l'interface. Et implémenter veut dire quoi? Veut dire écrire le code des méthodes. D'accord? C'est ça, implémenter. Donc, une classe implémente une interface. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Une interface peut dériver à partir d'une autre interface. Donc, elle peut être étendue d'une autre interface. Et pour l'extension entre interfaces, c'est le lien extend, c'est l'héritage. D'accord? Donc, interface I2, par exemple, extends I. D'accord? Et là, ce qu'on a l'intention de faire dans cette nouvelle interface qui étend la première, bien sûr, elle va hériter toutes les signatures de méthode qu'il y a dans l'interface, dans la super interface, si on veut, et elle va ajouter d'autres signatures de méthode. D'accord? Dans la sous-interface qui hérite de la super interface,
on va ajouter d'autres signatures de méthode. Si on a besoin de faire ça, maintenant, si on n'a pas besoin de faire ça, on n'étend pas l'interface, on va garder notre interface initiale. Donc, nos interfaces héritent de toutes les signatures de méthode et constantes définies dans l'interface I. Et si j'ai envie de compléter donc, par d'autres signatures de méthode, d'autres attributs de classe, constants de classe, je vais les ajouter ici. D'accord. Pardon, madame. Et Oui. nous avons une vidéo de cas à 11h. À 11h. On commence à 9h40, à 10h45. C'est à 11h qu'on termine, à 9h45. C'est à 11h qu'on termine, d'accord. Oui, madame. Ah, d'accord, j'ai mal calculé. Ok, je pensais à 11h15. Place. Bon, je termine sur cette diapo et c'est tout. D'accord. Ok. Donc, je peux avoir aussi donc, une interface qui dérive de plusieurs interfaces. Donc, on avait vu tout à l'heure, on peut dériver une classe, on peut implémenter une classe à partir de plusieurs interfaces. Donc, une classe peut implémenter deux interfaces. C'est le lien implement I1, I2. Là aussi, donc, une interface, elle peut dériver de deux interfaces. D'accord? Voilà, donc c'est le extend I1, I2. Ce qui n'est pas permis entre classes est permis entre interfaces. Donc ça, c'est l'héritage multiple entre interfaces et entre classes, ce n'est pas permis. Je ne peux pas avoir classe X extends A, B. Ça, ce n'est pas possible, on l'a vu. Mais entre interfaces, l'héritage multiple, il est possible. Voilà, donc l'interface, le nom de l'interface ici, hérite de toutes les signatures de méthode et constantes définies en même temps dans I1 et dans I2. Voilà, donc c'est tout, je vais m'arrêter là, c'est juste quelques règles pour l'héritage d'interface et l'implémentation de classes à partir de l'interface. Mais sinon, il reste une bonne partie de ce chapitre. Donc, on va reprendre à partir de l'interface, des interfaces. Voilà, Inch'Allah, la prochaine fois, on va reprendre à partir des interfaces. Et j'attire juste votre attention parce qu'on a l'habitude d'utiliser ce mot interface pour les interfaces graphiques. Les interfaces graphiques comme les windows ou les boîtes de dialogue, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, interface graphique et la notion d'interface, c'est deux choses différentes. Hein. D'accord. Voilà. Il faut donc garder à l'esprit que ce ne sont pas les interfaces graphiques. D'accord. Interface graphique, c'est des classes. C'est la classe window, c'est la classe box, c'est la classe menu, etc. Hein, d'accord, c'est autre chose. Les interfaces ici, c'est une notion spécifique. Voilà. OK, je vous remercie donc et bon courage pour la suite. Merci à vous, madame. Bonne journée. Okay, Merci, madame.